T'as pas l'air bien dégourdi, hein. Qu'est-ce qu'elle est empotée, celle-là? Mais t'as des moufles à la place des mains? Bon, si vous êtes une personne avec un TSA, est-ce qu'on vous a déjà reproché ou est-ce qu'on a déjà sous-entendu que vous pourriez éventuellement avoir des petits soucis de maladresse, des... Bon, c'est très possible. On va voir aujourd'hui pourquoi ce genre de situation arrive. On va voir pourquoi cette phrase nous tombe dessus assez régulièrement depuis très longtemps. Ça vient ça commence dans l'enfance très souvent. Et on va essayer de dédramatiser quand même. Alors bien sûr, hein, c'est pas très agréable. Hein, c'est vrai que c'est pas très agréable. Alors souvent, on essaie de le prendre avec humour. Hein, voilà, essayer de rire un petit peu de soi-même. On est maladroit, on fait tomber. Alors toujours, c'est pas une étiquette. Hein, on est maladroit, étiquette du malade. On fait tomber des objets. Il y a des éléments qui nous glissent entre les doigts. Voilà. Après, ça peut être quand même souvent agaçant, puisque en fait, dans un monde neurotypique, on juge très rapidement sur la vitesse et la fluidité. Et donc, ce jugement rapide, qui part juste d'une observation. Oh bah il sait pas faire. Oh elle sait. Ah bah non, elle sait pas faire. C'est bon, on passe à autre. Et ben du coup, il est biaisé ce jugement puisque on va voir que avec du temps, avec des explications, avec une approche différente, on peut faire aussi bien, voire mieux, dans des tas de domaines, que ce soit sur le plan professionnel, pour des activités manuelles, sur le plan du sport, sur le plan de la musique, sur le plan le bricolage, je sais pas, il y a plein, voilà. Mais c'est vrai que cette phrase, cette remarque, oh, t'es pas très dégourdi, bam, ça tombe comme ça, comme un coup près. C'est un jugement hâtif, un jugement rapide, direct, comme beaucoup de jugements, hein. Et voilà, les gens, en plus, là encore, les gens sont pas forcément malveillants. Quand ils disent ça, bon, ils n'ont pas trop de tact. Ils veulent faire comprendre qu'en fait on est trop lent pour eux, trop maladroit pour eux, pas assez précis, pas assez autonome aussi. Oh là là, on va devoir l'aider, il a besoin d'aide. Donc forcément, ça génère une forme de stress, de pression, de perte de confiance. En plus, on est très attaché à la performance. Hein. On a dit une personne autiste. Faut comprendre que une personne autiste a un rapport à l'échec très intense. Et du coup, cette anxiété de performance et le fait qu'on soit mis face à face avec la réalité concrète, actuelle, directe, j'arrive pas à faire ceci. C'est vrai, je donne l'impression de pas être très dégourdi, de pas être. C'est quand même assez déprimant, triste, voilà. Et d'autant plus que quand on agit, après je vais décortiquer hein, pourquoi on a toutes ces, en appuyant sur en fait sur le fonctionnement autistique, neurologique, le lien entre notre cerveau et nos gestes, nos mouvements. Hein. Mais du coup, ce sentiment d'incompétence injuste est d'autant plus fort que quand on agit sous pression, avec un regard extérieur, ça vient encore plus nous emmêler les pinceaux. Hein. C'est ça, on s'en mêle les pinceaux. Et pas plus tard que hier, j'étais, je fais de la boxe. J'étais à mon cours de boxe et
À chaque fois que le prof il montre un nouveau un nouveau drill, les drills quand justement on répète et tout, quand c'est un truc nouveau, je suis en stress parce que je sais que je vais pas l'intégrer de la même manière, je vais l'intégrer beaucoup plus lentement, etc. Et il faut que je fasse répéter un peu. C'est voilà. Après, bon voilà, j'ai assumé tout ça, mais souvent voilà, ce qui revient, c'est je m'en mêle les pinceaux et tout ça. Et c'est vrai que les gens qui me connaissent pas au départ, maintenant ça y est, et ben ils peuvent se dire oh là là, jugement hâtif, ils peuvent se dire oh là là, lui il sait pas faire quoi, il s'en mêle les pinceaux, oui effectivement, sur le moment j'intègre pas de la même manière, mais à force de répétition, on va voir ça, on va voir tout ça. Donc pourquoi on donne cette impression là? Pourquoi une personne avec TSA peut avoir des soucis de maladresse, de lenteur, bon. Alors déjà, on l'a dit, au niveau des informations, au niveau du traitement des informations du cerveau, on a besoin de décomposer l'action, de décomposer la tâche en plusieurs parties, mais en plusieurs sous-parties. Quand quelqu'un nous explique et nous dit bah écoute tu fais ça et après ça en fait il y a plein d'implicites, mais en fait quand il dit tu fais ça et ça, et ben en fait dans le tu fais ça, je vais te donner des exemples après parce que c'est un peu nul de dire tu fais ça veut rien dire. Dans le tu fais ça numéro 1, lui il y a plein de sous-entendus. Je vais donner un exemple concret. Pour un truc très simple, on va apprendre à un enfant à faire le lit, à faire un lit. Voilà, à faire un lit. Alors une personne ordinaire va dire, eh ben écoute, tu secoues tu prends, alors, il va dire ça, il va dire, j'essaie de me mettre dans la phase neurotypique, dans l'esprit neurotypique. Il va dire, bah écoute, je vais dire un lit à l'ancienne en quelque sorte, c'est-à-dire sans couette et tout ça. Tu prends, alors écoute, tu vas prendre des draps, tu mets le drap du dessous, le drap du dessus, tu tapes les oreillers, non, tu mets l'été d'oreiller et tu mets vous voyez, j'ai un peu de mal ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et alors là, celui qui donne cette explication-là déjà, je suis mauvais. J'avais pas prévu de parler de ça, mais bon, je reprends. La personne neurotypique veut dire, eh ben écoute, tu prends les draps, les oreillers, l'été d'oreiller, l'été d'oreiller, et tu les installes. Bah, beaucoup d'enfants sont dégourdis, vont dire, ok, pas de problème. Les enfants neurotypiques vont dire, ok, tac, ils prennent. Mais quand on dit, tu prends les draps, ça sous-entend quoi? Les draps, quel drap? Bah, la personne drap a voulu dire le drap du dessous, le drap du dessus. Où tu les prends? Dans quelle armoire? Il y a plein de sous-tâches. Bah, bien sûr, c'est évident. Les draps, tu vas pas les prendre Là, je me mets dans la position de l'adulte, pas très coopératif et pas très, qui a pas trop un regard bienveillant. Bah, bien sûr, les draps, tu vas pas les prendre dans la salle de bain quand même. Tu vas pas les prendre dans le garage. Tu sais bien qu'ils sont dans la chambre de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de sous-entendus de décomposition de la tâche. Après, deuxième partie, bah tu les mets, tu mets les draps. Quoi, je les mets où, comment, de quelle manière, dans quel ordre, dans quel sens? Eh ouais, il faut décomposer la tâche petit à petit. On a besoin, c'est pas qu'on est plus bête, c'est pas qu'on est qu'on est moins performant, c'est que nous avons besoin que les mots soient plus concrets, que les indications, les consignes soient plus précises, et on a besoin
d'étapes plus nettes. Et ensuite, tu mets les oreillers. Tu mets les oreillers, c'est-à-dire tu mets les oreillers, mais quoi, je les mets comment, comme ça? Bah quoi, tu vas pas les mettre sur ta tête, ou tu vas pas les, tu prends les tés d'oreiller, tu enfiles et oui, et là on force un peu le neurotypique à décomposer. Et bah tu enfiles l'oreiller dans le machin, quoi, quel machin, ça veut dire quoi? Oui, dans la té d'oreiller, mais la té, on la met dans quel sens? Voilà, il y a tout un. Et en fait, c'est pareil. Ce point-là, le fait que nous ayons besoin de décomposer la tâche est important. Et du coup, comme on nous la décompose pas la plupart du temps, puisque dans toutes les situations de la vie de tous les jours, on va bugger. Nos fonctions exécutives sont altérées, fonctionnent de manière atypique, et ça donne cette impression que voilà, on est plus long, on n'est pas dégourdi, et voilà. Ensuite, il y a ce qu'il y a et ça donne cette impression, et c'est pas une impression, c'est réel, de lenteur apparente. Oh là là, en sport, c'est la même chose. En sport, on découvre une nouvelle activité à l'école, on est dans la cour de l'école. Alors les enfants, aujourd'hui, on va faire du handball. Alors déjà, imaginez, vous êtes tout petit, vous savez, c'est la première fois de votre vie que vous faites du hand. Et le prof, on va faire du hand. Déjà, c'est le hand, main, vous buguez sur main, jambe et tout. C'est comme ça. Alors, écoutez, c'est un peu comme le basket, les jeunes. C'est un peu comme le basket, sauf qu'il n'y a pas de panier. Hein, vous devez lancer dans les filets. On va mettre des gardiens de but comme au foot. Ok. On fait 2 équipes. Tac, tac. Là, je fais exprès d'accélérer. Et là, vous dites, ouais, trop d'infos. Attends. Moi, basket, je pense au basket que j'ai au pied. Ah oui, tu fais allusion au basketball, au machin, tac, le truc que tu lances. 2 équipes, voilà, t'as la balle. Et du coup, voilà. Perte de contrôle, perte de surcharge informationnelle, surcharge cognitive, fatigue sensorielle aussi. Parce qu'il y a plein d'éléments, il y a plein d'événements, il y a plein enfin, et du coup, ça donne cette impression de lenteur. En plus de cela, il y a une difficulté évidente de coordination des mouvements. On donne l'impression d'être gauche, de précision au niveau manipulatoire. Alors là, je dérive sur le sport, manipuler un ballon, faire des dribbles, jongler, c'est super compliqué. Là encore, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve souvent chez les personnes avec un TSA, c'est que au niveau du circuit neuronal, on va dire, là, souvent on dit le temps que le cerveau, ça monte au cerveau, c'est pour rigoler et tout ça, mais le cerveau donne une information au corps, je schématise à fond, au corps, et on fait l'action. Bam, on réagit et ben nous c'est ralenti. C'est mal dit, mais c'est pas grave. Nous c'est ralenti. On a besoin en fait que l'action soit répétée pour réellement l'intégrer. Besoin de répétition, c'est primordial dans toutes les configurations. Et du coup, forcément, on se coordonne beaucoup plus. On met beaucoup plus de temps à se coordonner. Et forcément, ça donne cette impression qu'il y a qui n'est plus une impression, que on galère en fait, on galère à manipuler, alors quand j'étais, j'ai déjà expliqué que j'avais travaillé en usine il y a très longtemps, quand je faisais de l'intérim avant d'être prof des écoles. Et en fait, on débarque dans une nouvelle. J'ai pas fait ça longtemps, j'ai fait ça 1 an et demi. Bon, même pas. Bref,
Et vous savez, à l'intérim, on change beaucoup. Il y a des missions pendant 2 mois, 1 mois, tac, tac, même des fois. Et en fait, on n'a pas le temps de s'adapter. Ça va vite, ça va super vite, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et sur le plan manipulatoire, hein, il y a le terme pour parler de ça, manipulatoire, c'est la dyspraxie. Hein. C'est dur. On doit enfiler des... j'avais travaillé dans une usine de chauffe-eau. Donc on a assemblé des pièces pour fabriquer des chauffe-eau et tout, et du coup ça passait, c'était toujours le même geste. Alors on va voir après qu'on peut justement être super performant et faire comment être performant dans ce genre d'activité. Mais au départ, ça va super vite. Et le gars qui m'expliquait, il mettait pas les gants. Il mettait pas il savait pas, en fait. Moi-même, je ne le savais pas. J'avais 21 ans, 22 ans. Et du coup, il m'explique. Et là, j'étais là. Et du coup, mon chauffe-eau qui passait sur la chaîne de montage, je le voyais. Et après, quelques secondes plus tard, j'entendais des gens qui gueulaient. Oh, bah ouais, parce que celui qui était passé entre mes mains, il dysfonctionnait, ça fuyait, tout ça, c'était l'enfer. C'était l'enfer. C'était c'était terriblement une autre aussi usine. En fait, c'était l'emballage de pain au chocolat sous vide. Alors le truc passait et du coup, il fallait. Donc là, pour décomposer la tâche, c'était clair parce qu'il n'y avait pas le choix. J'avais dû leur faire comprendre que bah ouais, avec moi, va falloir. Donc le rouleau, le tapis passé, il y avait plein de chocolat, plein de pains à chocolat empilés les uns sur les autres, sur le truc. On devait prendre, je sais, c'était il y a très longtemps, on devait prendre un sachet, le couper, machin, on devait en mettre 8 ou 9, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 8, on fermait, on repassait, pam, et ça repartait. Il y en a 1, 2, 3, 4, clac, tout. Et des fois, ça allait trop vite. Alors, des fois, j'en mettais que 7, ou des fois, je vous fais vous faire une confidence. J'avais compris que quand je prenais une poignée comme ça, 9 fois sur 10, c'était 4 ou 5 que je prenais comme ça. Parce que c'est des petits, hein, des petits pains, c'était pas des vrais pains, c'est des trucs industriels. 4 ou 5, et donc du coup je me disais 2 poignées, ça fait entre 8 et 10 à peu près, entre 8 et 10. Et je sais même plus si il fallait pas aussi. Bon bref, c'est pas intéressant. Et du coup, je faisais 2 poignées. En fait, je faisais ce qu'on appelle une stratégie de compensation, d'adaptation. En fait, j'adaptais et du coup, je faisais poum, poum, tac, poum. Donc très souvent, il y en avait 10 en fait dans le paquet. Hein. Donc voilà. Bon bref, c'est voilà. Ça arrive aussi, ça arrive hein, qu'il y ait des enfants, et même ça persiste à l'âge adulte. Le mot persiste un peu jugeant, ça persiste à l'âge adulte, hein, alors qu'on peut vivre sans, qui n'arrivent pas à faire leur lacet, faire un nœud, faire du vélo, trouver l'équilibre, faire du vélo à 2 roues. Ouais, donc voilà, c'est tout dépend du degré tout dépend de notre degré d'incompétence et de nullité. Non, ça c'est on se juge, non, faut faire un papier cadeau, couvrir un livre pour la rentrée, pour couvrir un livre, mettre du scotch, tout ça, c'est waouh, voilà. Construire on va parler de construire des meubles, faire du bricolage aussi, ouvrir. Alors, on a bien compris que voilà, pourquoi on est lent, pourquoi il y a une lenteur apparente, hein, maladresse, etc. Chute aussi, hein, tout ça c'est lié, hein, le fait de tomber, de se faire tomber des objets, de se cogner, tout ça c'est en lien avec t'es pas très dégourdi, tu n'es pas bon.
En fait, voilà. Comment faire concrètement pour dépasser le malaise? Et est-ce que c'est possible de dépasser le malaise, de dépasser la difficulté, la difficulté au niveau de la manipulation Bah oui, c'est possible. C'est possible. Alors, déjà, les choses qui ne nous tiennent pas à cœur, on essaie de les mettre de côté et même d'en rire. Hein. Vous n'aimez pas je sais pas moi, le basket. Oh ben voilà, moi je suis nul au basket, je m'en fous, j'aime pas ça. Et voilà. Après, ce qui est pernicieux, c'est que souvent, pendant l'enfance, on a des mauvaises expériences. On peut avoir des mauvaises expériences, justement lors des sports à l'école, au collège, et on va se dire, on va faire comme les neurotypiques. On va se dire, bah ça c'est pas fait pour moi. Moi je suis pas sportif. Et on va se mettre une étiquette. Je ne suis pas sportif. Et on peut passer à côté de beaucoup d'expériences comme ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne autiste, si vraiment elle s'attache à quelque chose, et qu'elle a un cadre, une structure. Si on décompose la tâche, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout, et que elle répète le mouvement, parce qu'elle aime ce sport-là, elle aime cette activité-là, et ben là, elle va apprendre plus lentement, mais plus durablement. Et elle peut être beaucoup, beaucoup plus performante. Hein. Je dis pas ça performante au sens elle peut être beaucoup plus performante et réussir beaucoup mieux. Et c'est pour ça que c'est frustrant, parce que je reviens au sport, je pense à un exemple, je connais quelqu'un, moi-même en fait, c'était comme ça, on va pas tourner autour du pot. En fait, vous savez, en sport, les profs, ils font c'est comme ça, ils ont pas le choix, ils ont un programme et tout, ils font je sais, les profs de sport, là, ils font des cycles, voilà, ils font des cycles. Alors là, c'est le cycle piscine, là, c'est le cycle hand, le cycle, etc. Et en fait, le cycle piscine, vous mettez une personne, je schématise, TSA, et une personne neurotypique, la personne neurotypique, en quelques séances, en 2 séances, le prof l'a déjà cerné, l'a déjà jaugé. Ah bah lui, ça va, il se débrouille. La personne autiste, elle n'a pas eu le temps de comprendre. Et du coup, très vite, il va dire, bah, toi, tu vas aller dans le groupe 4, dans le dernier groupe. Toi, tu vas aller dans le groupe 1. Mais le problème, c'est que la personne autiste, à la séance 12, de la séance 1, on va dire, il y a 12 semaines, 12 séances. De la séance 1 à la séance 12. La personne neurotypique va avancer comme ça. La personne de là à là. OK? Alors, vous regardez la vidéo, donc, je sais plus, de là à là. Bref. La personne autiste, elle va faire comme ça, au départ, parce qu'elle va avoir besoin de 3, 4, 5 séances pour intégrer, et donc, du coup, elle peut donner l'impression, si on juge vite, que, bah, et c'est bon, et ce sport-là, c'est pas pour toi, mon ami. Mais une fois qu'elle a intégré, elle peut monter. Et à la fin de la séance, elle a presque à égalité avec la personne TSA, non TSA, mais le problème c'est que là on coupe, on arrête et on passe à un autre cycle. Et ouais, nous n'avons pas le même rythme. Sauf que la personne TSA, ça c'est mon analyse et je sais que c'est pas délirant cette analyse. Que si cette personne TSA en continue, et en fait s'il n'y a pas 12 séances, mais qu'il y en a 154, c'est pas possible hein, dans une année. Et ben en fait, la personne autiste, elle va continuer à progresser. Elle a une marge de progression. Et elle va finir par dépasser une personne non. Je vous donne mon cas personnel. Comme beaucoup de personnes autistes, en sport à l'école, j'étais nul. Voilà, j'étais nul. Lancer une balle, jongler, faire les trucs. Les seules choses où je m'en sortais à peu près, c'était tout ce qui était activité gymnique, parce que comme aussi ça aussi on peut en parler, on a une forte laxité, ça c'est très spécifique aussi, très souvent, et du coup je faisais des trucs bizarres avec mon corps et tout, et j'arrivais à faire des mouvements, faire le pont, faire des roulades un peu voilà, et du coup j'arrive. Mais par contre, j'adorais 2 choses.
j'adorais le basketball, le basket, viser, marquer. J'étais nul. Jongler, machin. Et j'ai continué à en faire. Et là, maintenant, aujourd'hui, à 47 ans, j'ai 47 ans aujourd'hui, je continue à en faire. J'ai continué à en faire. Pas en club, j'en ai jamais fait en club. À côté de chez moi, il y a un truc de basket. Quand j'étais... le fait j'ai intégré les expériences. Et ben là, vous mettez face à n'importe quelle personne lambda, un sportif et tout. On fait un contre 1 en basket. Viens mon ami, fais un contre 1 en basket. Un gars de 47 ans comme moi. T'as 47 ans, t'as 47 années d'expérience sur cette terre. On fait un contre 1, tu vas voir que je te mange, mon petit ami. Je te mange au basket. Là, je me chauffe un peu là, parce que vous vous rendez compte, il a fallu attendre 40 ans. Quand j'avais 7 ans, et ouais, ça fait 40 ans que j'en fais pas tous les jours, mais j'ai continué à en faire régulièrement. Je faisais des 1 contre 1 avec mon frère, avec mon cousin. Et ben là, j'ai intégré des trucs. Et encore, ouais, ça me rend joyeux. Parce que je continue à découvrir mon corps, comment il fonctionne, comment j'anticipe, Alors, attention, hein, mon niveau de basket, c'est le niveau d'un gars d'un adolescent qui fait du basket depuis 4 ans à peu près. Il n'y a pas de souci. Un adolescent qui a commencé à 12 ans et à 16 ans. Mais, vous prenez un adolescent de 16 ans, lambda, neurotypique, qui fait du basket depuis 4 ans, il met à l'amende plein de gens, on est d'accord. Il a un niveau intermédiaire. Vous prenez n'importe qui voilà. Et ben voilà, c'est ça. Je prends un autre exemple, les sports de combat. Les sports de combat, réactivité. Alors j'ai fait du judo pendant 25 ans. J'ai fait de la boxe de manière intermittente. J'en ai fait quand j'ai fait 16 ans. Après j'en ai refait à 20 ans. Après j'en ai refait à 30. Après j'ai fait 4-5 ans. 5 ans de sanda. Là j'ai fait du kickboxing. Bref, boxe pied-point. C'est pareil. Comme c'est un truc qui m'intéresse, qui me fascine, le fait de d'essayer la notion de combat dans des règles, dans des cadres, combat réglementé. Voilà, ce qui nous ramène à notre essence. Est-ce qu'on est fait pour se battre? Est-ce qu'il y a un côté animal? Est-ce que là je dévie, mais c'est pas grave, de petits chiots qui ont quelques semaines, ils vont se battre, ils vont se bagarrer pour jouer de bébé lion, de bébé ours. Ils vont commencer à se battre, tac 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 et tout. Bref, ça me fascine. Bah c'est pareil. Petit à petit, j'ai intégré les mouvements. En plus, je prends le judo. Le judo, c'est un sport japonais, mais c'est pareil dans les autres sports aussi. Vous savez, le Japon, c'est un pays qui a des rituels, une ritualisation, que tout est protocolaire. Ça nous convient bien aux personnes autistes. Et en judo, il y a ce qu'on appelle les uchikomi. Les uchikomi, c'est en fin de mouvement, on le répète 100, 1000 fois, 10 000 fois. Ben voilà, je donne un exemple. Judo, j'étais même toujours maintenant. J'étais pas du tout technique. J'étais pas, mais j'avais 2-3 mouvements. En plus, le judo, il y a un spécial. Un spécial, c'est un mouvement qu'on répète. Moi, c'était le Morote Soinage. Mais je l'ai fait, je sais pas, 100 000 fois, ce mouvement. Je l'ai fait, j'ai pu passer ma ceinture noire de judo. J'ai pu, même si je suis pas le plus grand des techniciens, ce mouvement-là, ce Morote Soinage, j'arrive à le passer dans 1000 circonstances, dans plein et voilà. On arrive à une perfection, on aime la perfectibilité, on arrive à une précision, à partir du moment où on a décomposé la tâche, où on a réalisé des adaptations, sans se culpabiliser,
On s'est entraîné dans un cadre sécurisant aussi, où on aimait bien l'endroit, où il y avait voilà. C'est très, et c'est valable pour le sport, mais pour la musique, pour le travail. Je parlais tout à l'heure de l'usine. Je suis certain que il y a des artisans, qui ont un TSA, qui sont formidables, parce qu'ils ont répété leurs gestes, ils ont pas, et du coup ils maîtrisent le truc. Ah ouais, mais lui il fabrique il construit elle fait des comment, c'est obligé, parce qu'en fait il y a eu une répétition stable. Du coup la pression a été réduite. La gestion cognitive, elle a été progressive, et forcément, je vous donne un autre exemple. Mon père, qui a 85 ans, bon, il y a à peu près 99,9999 chances sur 100 qu'il soit lui aussi, qu'il ait lui aussi un TSA, hein, mais bon, voilà. Il a toujours adoré les arbres, le bois, le bricolage, bricoler. Ben, en fait, lui aussi, il a des soucis pour manipuler, pour clouer, pour visser, pour scier. Mais sauf que, c'était au départ ça. Mais il a 85 ans. Depuis qu'il a 5 ans, il fait du bricolage. Il prend son temps, hein. Mais depuis que je suis enfant, il construit des tas de meubles, des placards, des tables, des chaises, des tout, mais avec une précision, une minutie. Il n'utilise pas de machine en plus. Ici à la main, pas de visseuse électrique, pas de perceuse. Oui, perceuse, oui. Quoique des fois, non, il perce à la main aussi. Il prend son temps, il met 1000 ans à faire ces trucs, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Mais c'est carré, construit, précis. C'est du travail d'orfèvre. Sauf qu'il n'est pas orfèvre. Ça. Il est menuisier du dimanche, mais pas du dimanche. Enfin bref, là on joue sur les expressions, et je ferai une vidéo aussi sur les expressions au pied de la lettre, etc. Donc en fait, on va s'arrêter là. Oui, on donne l'impression. On est réellement peu dégourdi en apparence quand on est dans le rapide, mais ne nous jugez pas trop vite. Laissez-nous le temps. Et ça, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Dans ce monde qui va vite, c'est vrai, on nous juge rapidement. Ce que les gens appellent en fait pas dégourdi, c'est simplement juste notre cerveau autiste, qui a juste besoin de temps pour intégrer tout, en fait, toutes les informations. Le corps, il a une mémoire aussi. Hein, il y a une mémoire du corps. On parle de la mémoire du corps. Notre mémoire, pour intégrer des gestes, hein, c'est vraiment ça, pour intégrer des gestes, manipuler, etc., il faut beaucoup plus de temps. Par contre, c'est beaucoup plus durable. On a une mémoire, là aussi, on peut parler de ça aussi, on va faire une vidéo là-dessus. On a une mémoire très performante dans plein de circonstances, mais la mémoire du corps peut aussi être très performante. Et c'est là-dessus qu'il faut rester. C'est qu'il y a on n'a pas le même rythme. On n'a pas le même rythme. Alors, si vous, il y a peu de chance, mais c'est pas grave. Si vous êtes une personne autiste et que vous avez 12 ans, 13 ans et vous regardez cette vidéo, ou 15 ans, ou même 20 ans, vous vous dites, ouais, j'arrive pas. Eh ben, ça va peut-être être déprimant ce que je vais dire, mais dites-vous, si vous aimez vraiment cette activité-là, si vous l'aimez, lâchez rien,
continuez, c'est pas grave. Ce sera dans 10 ans, dans 15 ans que vous arriverez. Mais vous allez y arriver. Parce que si vous l'aimez, cette activité, vous allez l'analyser, la décortiquer, la décomposer, et vous allez vous entraîner, vous y rentraîner. On a une très forte résilience, une très forte opiniâtreté. On lâche rien. On lâche rien quand on veut aller au bout des choses. Et là, c'est pas grave. C'est pas grave. Certaines remarques, c'est pas grave. On assume ce que l'on est. Hein. Je dis, est-ce qu'on, dans une vidéo, je dis, est-ce qu'on peut être fier d'être autiste? Oui, je fais exprès de contrebalancer avec la honte. Bien sûr, on n'a pas à être fier de quoi que ce soit. On ne peut pas être fier d'être blanc, noir, autiste, pas autiste. On n'y est pour rien. On est né comme ça. Mais c'est pour contrebalancer cette idée que des fois on a un peu honte c'est la honte de faire tomber son plateau à la cantine. C'est la honte de pas réussir à faire correctement ses lacets. C'est assez, voilà. Mais faut s'assumer, faut assumer qui l'on est. On n'a pas le même rythme. On n'est pas formé pareil. On fonctionne pas de la même manière. On a un rythme différent et c'est pas grave. C'est pas grave. Dans l'absolu, c'est pas grave. C'est pas grave. L'idée, c'est pas d'essayer de rattraper, de se calquer sur le moule neurotypique. C'est pas ça. C'est pas ça. 2 points aussi, pour terminer. Les personnes qui ont des enfants TSA, forcément, les ergothérapeutes et les psychomotriciens, moi je pensais que ça servait à rien avant. C'est hyper important, forcément. Hein. Ergothérapeute, psychomotricien. Alors c'est vrai que faut faire, ça coûte cher. Ça coûte cher, hein, tous ces rendez-vous. Après, si on fait rentrer ça si votre enfant est dans la boucle MDPH, etc. Il y a des possibilités de remboursement, etc. Et même, vous savez quoi, j'ai déjà pensé, pour moi-même, avoir un ergothérapeute ou une ergothérapeute ou un psychomotricien pour adultes. Là, faut mettre son ego de côté. Pourquoi pas? Pour continuer, non pas pour me rentrer dans le moule, mais pour essayer de comprendre mieux qu'on m'explique. Parce que les ergothérapeutes qui voient des adultes, ce sont des personnes âgées, ils voient des personnes âgées, la plupart du temps, qui commencent à perdre leur autonomie, etc. Ils leur font faire. Mais c'est pas grave à tout âge. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, faut faire l'effort. Ça nous renvoie quand même à. Mais moi, je pense que je vais. Après, c'est vrai que c'est pareil. Mais j'ai vraiment ça dans un coin de ma tête, de voir un ergo ou une psychomote ou un psychomote, et je me dis voilà, moi ça fait 47 ans que je marche comme ça. Ça fait 47 ans que je me tiens. Alors, on m'explique, rien à voir avec, une fois j'étais passé j'avais fait plusieurs séances de rééducation avec un kiné il me disait, mais c'est pas comme ça qu'il faut marcher. Il me le disait pas comme ça, de cette manière, mais je le ressentais comme ça. Je marche un peu en canard, en fait. Ça fait 47 ans que je marche comme ça. Pourquoi je vais changer? Moi, je marche en canard, y a pas de souci. Mais non, remettez vos. Bah oui, parce que là, ça vous abîme, je sais pas quoi. Bah ouais, mais mon ami, ça fait 47 ans que je marche comme ça. Tu vas c'est bon, quoi. Enfin, voilà. Bon. On a fait un peu le tour de cette, bon, je vous dis à bientôt. Salut, au revoir.